cette fameuse conférence, donc je l'ai appelée Petit guide de la science du blason. Donc toujours avec le nom Le Top des héros, ça s'est tiré d'un livre sur les héros d'armes. J'ai trouvé le jeu de mots assez drôle, donc j'ai gardé. Et pour faire la petite conférence, je me suis surtout appuyé sur le livre L'héraldique au Moyen-Âge de Michel Pastoureau, une histoire symbolique du Moyen-Âge occidental de Michel Pastoureau, du noir de Michel Pastoureau, du rouge de Michel Pastoureau, ainsi que quelques conférences de Michel Pastoureau. Ouais, et deux, trois autres choses, mais voilà. Oui, j'aime beaucoup Michel Pastoureau. Tout d'abord, il faut faire un point de vocabulaire. Je vais m'arrêter dessus pour ceux qui ont vu la vidéo, ça va faire un petit rappel. Déjà, j'utilise le terme armoirie au singulier, pas au pluriel. Alors ça, c'est les héraldistes français qui ont décidé de faire ça, parce que normalement, c'est toujours au pluriel. Sauf que le problème du pluriel, c'est que quand on parle des armoiries, on ne sait pas trop si la personne en a une ou plusieurs. Que l'utiliser au singulier, ça permet de ne pas avoir de problème. Et ça vient du mot arma, un vieux mot de la langue. Ensuite, blason, c'est pas le synonyme d'armoirie, puisqu'on l'utilise souvent comme un synonyme, et ça m'arrive des fois de me tromper. Donc j'espère que je vais pas trop me tromper. Le blason, c'est les règles des figures et des couleurs. C'est absolument pas par exemple, l'armoirie des rois de France. Ça, c'est pas le blason des rois de France, c'est l'armoirie des rois de France. Voilà. Ensuite, on a emblème et symbole. Donc emblème, c'est un signe d'identité. Un symbole, c'est quelque chose d'abstrait. Ça peut être le symbole de la liberté ou ce genre de choses. Et c'est pas tout à fait le même mot, mais dans le cadre des armoiries, ça peut être les deux en même temps. L'image que j'ai mise, c'est un truc que j'ai lu, c'est le blason des armoiries. C'est un truc qui a été imprimé en 1579. Donc ça, c'est sous Henri III. Donc on voit d'un côté l'armoirie des rois de France et de l'autre côté des rois de Pologne, parce qu'il a été roi de Pologne, pas très longtemps. Et c'est un traité d'armoirie du XVIe siècle. Donc ça, c'était point rapide sur le, le vocabulaire. Donc sur l'histoire. Pendant longtemps, dans l'historiographie du 18e, 19e siècle, et voire du 20e, et encore un peu maintenant, on a essayé de trouver l'origine des armoiries. Évidemment, parce que c'est quelque chose d'un peu étrange. Donc ça vient pas du monde grec, même si on voit que sur les boucliers grecs, il peut y avoir certains symboles, ça vient pas du monde musulman byzantin. Ça n'a pas été ramené des croisades, ça on entend souvent, mais c'est faux. Ça apparaît au 12e siècle. Donc d'abord dans ce qu'on appelle la pré-héraldique. Donc qu'est-ce que la pré-héraldique? C'est tout simplement le fait d'avoir des boucliers avec des symboles. Mais des symboles qui ne sont pas encore fixés pour un homme tout au long de sa vie. Ils changent assez régulièrement. Donc là on a la fameuse tapisserie de Bayeux, avec justement des boucliers décorés. Tapisserie de Bayeux qui a été faite entre 1067 et 1077 environ à cette date-là, qui représente la conquête de l'Angleterre par le duc de Normandie, Guillaume le Conquérant. Et donc, pourquoi on va avoir une apparition d'héraldique? Donc, déjà parce qu'on est à un moment du Moyen-Âge, du XIIe siècle, où beaucoup de choses se font. C'est le moment du renouveau monastique, de l'indépendance des villes, de la création des universités, ça va être dans ce temps-là aussi. Mais on a aussi le problème de l'identité. C'est aussi à peu près à ce moment-là qu'on a le surnom qui se fixe de plus en plus de génération en génération, ce qui va aboutir au nom de famille qu'on connaît. Et dans cette logique-là, on a aussi l'armoirie va devenir un signe d'identité, mais aussi pour une question pratique. Alors, sur la tapisserie de Bayeux, là, on voit justement le duc, Guillaume le Conquérant, qui après une bataille, on ne savait pas trop s'il était vivant ou mort, et le problème c'est qu'avec les armures de l'époque, c'est dur de distinguer qui est qui avec le casque qui devant la tête. Et donc on voit très bien sur cette partie de la tapisserie qu'il enlève son casque pour dire regardez, je suis en vie. S'il avait son armoirie, on le saurait directement. Voilà. Donc on a un besoin d'identité. Et on a donc d'autres choses de signe pré-héraldique. Par exemple, là, c'est des pions d'échecs avec des symboles sur les boucliers, notamment un berserk à droite, d'à peu près cette époque. Et donc, on va arriver progressivement à des mises en place de symboles qui vont rester tout au long de sa vie, qui vont pas d'abord se transmettre de génération en génération, ça arrive un peu après, mais d'abord des symboles qui vont un peu se fixer. Euh, Parce qu'on a besoin d'utilité pour la dénomination de personnes, pour la guerre et les tournois. Donc par exemple, là on a d'abord les guerriers qui vont avoir leur héraldique. Donc ça c'est la plaque mortuaire de Godefroy de Plantagenet.
hein, donc, qui est mort en 1151 et s'est fait 5-6 ans après sa mort. C'est sa femme qui commande ça. Donc les Plantagenets, hein, après, qui vont avoir un fond rouge, hein, là c'est un fond bleu. Donc c'est cette armoirie-là, hein, que j'ai mis à droite pour qu'on la voit mieux. Euh, et ça, cette première phase se fait dans les années 1130-1160. En gros, il y a trois phases, hein. On a d'abord la phase de gestation qui est entre le 11e siècle et 1130, donc les signes pré-héraldiques qu'on avait vus. Ensuite, une phase d'apparition, donc 1130-1170, hein. Et après, une phase de diffusion entre 1170 et 1230. D'abord, dans la partie occidentale de l'Europe. Hop, je tourne la feuille. Euh, donc, voilà, c'est une représentation d'un tournoi. Alors, c'est plus tard, hein, c'est au 15e siècle. Mais vous voyez l'utilité des fois d'avoir des armoiries pour repérer qui est qui. Alors là, c'est un tournoi imaginaire entre le duc de Bretagne, donc on voit là, et le duc de Bourbon, qu'on voit ici. Et tout le reste, c'est des armoiries imaginaires. Donc, en gros, on voit apparaître des gens qui vont repérer ces armoiries, qui vont faire comme les commentateurs sportifs. Et donc, on a d'abord une diffusion qui va être de l'ouest à l'est, hein, donc des, après une diffusion sociale, une diffusion aussi technique et une diffusion culturelle. Donc, pour la sociale, ça va passer des princes aux paysans. Technique, ça va passer, on va avoir plus en plus des fixations de règles. Et ensuite, culturel, on va avoir carrément des personnages fictifs qui vont en avoir. Alors, très important, les armoiries n'ont jamais été réservées aux nobles. C'est une bêtise. C'est comme une carte visite maintenant. Tout le monde peut en avoir, mais tout le monde n'en a pas. On a carrément des paysans qui ont des armoiries. J'ai mis un exemple un peu après. Ensuite, il faut distinguer trois régions de l'héraldique. Donc, on a d'abord des pays qui sont appelés pays classiques, hein. Donc, on a la France, l'Angleterre, l'Écosse, les Pays-Bas, l'Allemagne rhénane et méridionale et la Suisse. Ensuite, on a ceux qui sont plus tardifs, hein. Donc, on a l'Espagne, le Portugal, quasiment toute l'Italie, donc l'Italie du Sud pour le coup, la Hongrie et la Pologne. Et ensuite, on a des régions mixtes. Donc, on a la Navarre. Donc, j'ai mis cette carte justement pour ceux qui ne savaient pas où était la Navarre, c'est ici. L'Italie alpine et la Navarre, j'ai marqué deux fois. C'est une coquille sur mes notes. Donc on va voir par exemple les villes qui vont s'y mettre au XIIe siècle. Donc là je vous ai mis par exemple l'armoirie de Lille sur un sceau, hein. C'est ce qu'on a pu conserver les sceaux. Alors malheureusement il n'y a pas les couleurs sur les sceaux, ce qui est dommage. On va voir les prélats aussi qui vont s'y mettre entre 1210 et 1220, qui vont aller progressivement, hein, parce que selon qu'on soit pape, évêque ou abbé, on va pas forcément les mettre sur ces sceaux, sur ces représentations aux mêmes époques. Ça, c'est mon sujet de master l'année prochaine. On a aussi les corps de métier qui, dans les années 1340, vont s'y mettre, hein, donc avec différents. S'ils sont tailleurs de pierre, ils vont par exemple mettre un marteau ou ce genre de choses, quoi. Ensuite, on va avoir les patriciens et bourgeois aux alentours du début du XIIIe siècle, les artisans vers 1230, et les communautés civiles et religieuses à la fin du XIIIe siècle. Hein, donc toutes les abbayes vont s'y mettre au fur et à mesure du temps. Et les universités aussi ont encore des armoiries du Moyen Âge, ou de l'époque moderne, selon le moment où elles ont été fondées, je vais y arriver. L'armoirie qui est à gauche, c'est l'armoirie, c'est le sceau, je veux dire, le sceau qui est à gauche, c'est le sceau de Louis VIII, qui était encore prince à l'époque, donc fils de Philippe Auguste, qui a sur son bouclier l'armoirie des rois de France, qui est d'azur semé de lys d'or. Et c'est la première représentation qu'on ait, enfin, peut-être pas la plus ancienne, mais c'est la plus vieille qu'on ait conservée de représentation de l'armoirie des rois de France. Et du coup, ça va toucher toute l'Europe occidentale, et au début du XIVe siècle, ça sera partout dans l'Europe occidentale. Et ensuite, on va avoir une apparition au XIIe siècle de ce qui va être dans la fiction. Alors, je ne sais pas pourquoi cette image est floue, elle était moins floue quand je l'ai mise. C'est dans un château d'Italie, ils sont représentés justement le, les neuf preux. Alors les neuf preux, il y a aussi l'équivalent féminin. C'est trois païens, trois personnages de la Bible et trois chrétiens qui sont considérés comme étant assez majeurs et qui sont représentés très souvent. Donc là, par exemple, nous avons le roi Arthur, qui n'existe pas, mais qui pensait qu'il existait, donc avec une de ses armoiries
donc c'est d'azur à 3 couronnes d'or. Au centre, on a Charlemagne. Alors Charlemagne, qui pour une fois n'est pas considéré comme roi de France, ce qui est pas mal, mais qui a l'armoirie du Saint-Empire d'un côté et l'armoirie des rois de France de l'autre. Donc lui, il était, à son époque, il n'avait pas d'armoirie, donc c'est quelque chose qui arrivait après. Et donc là, on a Godefroy de Bouillon, donc avec les armoiries de Jérusalem, hein, avec la fameuse croix en or, sous fond d'argent. Et pour tous les chevaliers de la table ronde, on va avoir assez vite aussi des armoiries en veux-tu, en voilà, qui vont être plus ou moins fixées, mais ça peut arriver qu'elles varient d'un moment à un autre, mais en principe, elles sont relativement fixes. Tout le monde a le droit à cette armoirie, hein, parce que justement, c'est euh, c'est comme le droit au nom, hein, donc on a une citation qu'il faut que je retrouve, parce qu'évidemment, je l'ai préparée, mais je ne l'ai pas mise sous les yeux, sinon c'est pas drôle. Voilà, c'est celle-là. C'est que les noms ont été inventés pour identifier les personnes, et que du coup, on a aussi créé les armoiries de ce moment-là, et puisque chacun peut faire usage de son nom comme il lui plaît, il en va pareillement des armoiries. Et ça, c'est une citation de Bartolo da Safo Ferentato, je n'arrive pas à prononcer, tant pis, qui est dans un texte justement sur les armoiries au XIVe siècle. Donc tout le monde a le droit à des armoiries comme tout le monde a le droit à un nom, et a le droit de disposer de ce nom. Ce qui est très important, c'est qu'il ne faut pas usurper les armoiries d'autrui. Mais comme vous pouvez le douter, quand vous êtes quelqu'un qui fait des armoiries je sais pas moi, par exemple, autour de Paris, et qu'une autre personne fait ses armoiries en Calabre, ça peut être assez dur de se concerter, et des fois ça peut aboutir au fait d'avoir les mêmes armoiries. Donc on a eu par exemple un cas comme ça en Angleterre, hein, donc ça c'est un cas en 1388. Ils se rendent compte qu'il y a deux personnes qui ont les mêmes armoiries, qui se battent pour le roi d'Angleterre. Alors je vais pas trop rentrer dans les détails puisque c'est un peu long comme histoire. Il y a pas mal de péripéties, donc ils essaient de savoir qui a le droit de garder ses armoiries. Et à force de faire des enquêtes, ils tombent sur une troisième personne qui a les mêmes armoiries en Angleterre. Et ça finit dans le fait qu'il y en a un qui doit changer ses armoiries parce qu'il les a pas depuis très longtemps, un qui est justifié en disant qu'il les a eues au moment de la conquête, sa famille les a eues au moment de la conquête de l'Angleterre par Guillaume de Conquérant, ce qui est faux parce qu'il n'y en avait pas encore, et un autre qui dit que ça remonte carrément à l'époque du roi Arthur. Voilà. Donc il y en a deux qui les gardent parce que c'est ancien et il y en a un qui ne peut pas le garder. Donc ensuite, voyons les règles de base. Donc l'armoirie, enfin les armoiries, la science du blason, comporte un certain nombre de règles, une partie assez contraignante et une partie qui l'est beaucoup moins. Donc d'abord les couleurs, hein, on peut en parler. Donc au début, il y a 6 couleurs, même si on a représenté 7. Hein. Donc on a le rouge qui est gueule, le bleu qui est azur, le vert qui est sinople, le noir qui est sable, le jaune qui est or, le blanc qui est argent. Et la dernière couleur, c'est le pourpre, mais on reviendra après dessus. Donc pourquoi le mot gueule? On ne sait pas, toujours avec un S, je précise. Le mot azur, ça vient de l'arabe, donc ça ne nous choque pas trop. Le mot sinople, c'est aussi un mot étrange, parce que au départ, c'était plutôt le mot vert qui était utilisé. Et on ne sait pas trop, hein, au cours du Moyen-Âge, ils ont commencé à utiliser le mot sinople. Sauf que le mot sinople, ça fait référence à une ville qui produit de la couleur rouge. Donc vert, c'est un peu bizarre. Le sable, on sait à peu près, ça vient de la martre zibelline, qui est une petite bestiole qui a une fourrure noire. Et donc, passant par les différentes langues germaniques, c'est arrivé au mot sable. L'or pour le jaune, ça ne nous choque pas, et l'argent pour le blanc, ça ne nous choque pas non plus. Ensuite, le pourpre. Le pourpre, c'est une invention de la fin du Moyen-Âge, hein, du XIIIe siècle. C'est en fait parce qu'il n'y avait que 6 couleurs. Et un vrai système au Moyen-Âge en comporte 7. Hein. Il y avait 7 planètes, 7 jours, voilà, etc. Et du coup, on a rajouté une couleur. Alors là, elle est représentée en violette. Sauf que le problème, c'est que le violet, c'est vrai et c'est faux. Parce que au début, ils disaient mélanger toutes les couleurs, on avait une espèce de grille un peu dégueulasse. De temps en temps, on dit que c'est du violet, mais c'est pas une couleur très fixée. Et surtout, c'est pas une couleur qui apparaît souvent. Hein. Il y a à peu près 60 cas pour 1 million d'armoiries. En gros, ça apparaît jamais. Et c'est surtout des armoiries fictives qui utilisent cette couleur. Au niveau de ces couleurs, on s'en fout des nuances, c'est-à-dire qu'on peut avoir un rouge très foncé comme un rouge très clair, voire qui tire un peu sur le rose, c'est du rouge, voilà, c'est de gueule. Et au début, la couleur la plus présente, c'est le rouge. Hein, au XIIe siècle, ça représente 100% des armoiries, hein, qui a au moins un peu de rouge.
En 1400, il y en a plus de 45%, en 1600, 35%. Et on en a des millions d'armoiries, hein, et des millions en couleur, parce que celles qui sont pas en couleur, on en a encore plus. Ensuite, on a que je vérifie. Ensuite, on a le blanc qui est énormément utilisé, hein, 55%. Le jaune, 45%. Le noir, 15-20%. Ensuite, on a le bleu et le vert qui est la couleur moins utilisée, hein, qui représente 3-4%. Et il y a une règle justement avec ces différentes couleurs, c'est qu'on a séparé ça en deux groupes. Alors on a d'abord ce qui a été appelé un peu tardivement les émaux, donc le gold, l'azur, le sinople, le sable et le pourpre. Et de l'autre côté, on a les métaux, hein, ce qu'on appelait, c'est une appellation assez tardive, hein, l'or et l'argent. Et la règle veut que si on a du rouge par exemple, enfin du gueule, on peut y coller de l'or ou de l'argent, mais on ne peut pas coller une autre couleur. C'est une règle assez stricte, qui est quasiment tout le temps respectée. À ces couleurs, on peut rajouter deux fourrures. On a d'abord le vert, qui vient d'une bestiole, hein, d'une petite bête qui a une espèce de pelage un peu bleu. Et on a l'hermine. Alors, l'hermine qui n'est pas réservée à la Bretagne, hein. C'est comme la fleur de lys, c'est pas réservé au roi de France. Donc, dans ces couleurs-là, hein, donc bleu et blanc d'un côté et noir et blanc de l'autre, on ne précise pas la couleur, hein. Donc là, par exemple, on a de vert plein et d'hermine plein. Par contre, si on change les couleurs, on va préciser. Ensuite, là, je vous ai mis 3 cas justement pour expliquer des petites exceptions. On a d'abord les exceptions où on met deux émaux ou deux métaux les uns à côté des autres, ce qui est très rare. Mais c'est pour justement attirer l'attention. Donc on a par exemple Jérusalem. Donc évidemment, pour Jérusalem, on a fait une exception, on a mis de l'or et de l'argent. Mais c'est Jérusalem. Ensuite, on a les petits éléments qui ne respectent pas la règle. Donc par exemple, là, les langues et les griffes. Donc l'empassé pour la langue, armé pour les griffes. Qui sont des petits éléments, donc c'est pas grave si on les change. Ça, c'est la Flandre. Et ensuite, au niveau de cette armoirie-là, on a, je reviendrai dessus après, hein, c'est un lambel. Donc c'est une figure qu'on a rajoutée pour une brisure pour marquer le fait que, certes, c'est de la famille du roi de France, mais c'est pas le roi de France. Et donc on rajoute une surcouche, hein, en quelque sorte. Et du coup, bah, on ne souffre pas de la règle des couleurs. Important aussi, quand vous décrivez une armoirie, vous partez du fond et revenez devant. La vision médiévale décrit d'abord le fond de l'image et après le premier plan, l'inverse de nous, hein. Donc, par exemple, là on a d'azur à semer de fleurs lisses d'or au lambel de gueule. Donc, je vais vérifier où j'en suis. Ensuite, on a différents meubles héraldiques. Donc ça, c'est la deuxième règle. Et là, c'est très très libre. Alors, on a beaucoup au début, c'est beaucoup comment on appelle ça, de formes, hein. On peut avoir des fleurs de lys, des lions, des barres, un peu tout et n'importe quoi. Mais ce qui domine au niveau des animaux, par exemple, c'est le lion. Donc là, je vous ai mis la chapelle des comtes de Flandre, à Courtrai, hein. Alors, donc là, tout à droite, hein, on voit Philippe le Hardi, duc de Bourgogne, et sa femme Marguerite de Flandre, avec Louis Ier de Malle. Lui, ça doit être Louis II, et l'autre, j'ai un petit doute, sur Rodolphe. Bref, c'est pas grave. Et donc, on voit ce lion, hein, qui est représenté absolument partout, on le trouve très très souvent, hein. Ensuite, on a une figure beaucoup moins présente, c'est l'ours. Alors l'ours, avant que le lion devienne le roi des animaux, c'était le roi des animaux. Sauf qu'après, il est passé en mode Balou. Voilà, faut vraiment voir cette image de Balou, c'est à ce moment du Moyen-Âge qu'il récupère ça. Notamment à cause de l'Église qui n'aime pas trop voir cet animal présent partout en Europe devenir le roi des animaux. Voilà. Mais cependant, on le trouve dans certaines armoiries, ce qui est assez rare. Mais par jeu de mots, parce qu'ils adorent les jeux de mots au Moyen-Âge. Donc on a par exemple Berne à gauche. Berne, ça ressemble à Berry, voilà, tous ces trucs-là, ça ressemble à ours. Et ensuite, à droite, on a Berlin, donc c'est exactement le même schéma. Mais il n'y a pas une limitation médiévale. Vous pouvez vraiment mettre n'importe quoi. Donc par exemple, là, on a la BA-102, qui est une ancienne base militaire qui était à côté de Dijon. Vu que c'est une base militaire d'aviation, on a mis un avion de chasse.
ça pose aucun problème. Et ça respecte les règles radiques puisqu'il est d'argent sur un fond de gueule, pas de problème. Derrière. Et à droite, là, par exemple, on a Montceau-les-Mines. Donc Montceau-les-Mines, c'est une ville minière, comme son nom l'indique, donc on a rajouté des éléments, par exemple, à la lampe des mineurs. Ça pose aucun problème. Hein. Si vous voulez mettre votre tente sur un éléphant dansant sur une balle, il n'y a pas de problème. Tant que vous respectez la règle des couleurs, il n'y a pas de problème. Ensuite, ces armoiries se mettent dans un système familial. Donc très vite, hein, on va avoir une transmission familiale. Et donc dans la partie des pays classiques d'armoirie, c'est plutôt restreint comme famille. Dans la partie plus tardive, ça peut arriver que des gens partagent des armoiries ou des formes armoiries, enfin des bases d'armoiries sur des centaines d'individus. Donc là, je vous ai mis différentes personnes qui sont issues de la famille des rois de France. Hein. Donc on a la Touraine, le Bourbon, l'Orléanais, et ça c'est l'Artois. Parce que justement, au XIIe siècle, on va voir l'apparition de ce qu'on appelle les brisures. Ce qui se fait d'abord dans la littérature. Qu'est-ce que c'est que les brisures? Alors les brisures, c'est une manière de garder une armoirie tout en la modifiant, parce que l'armoirie est personnelle et familiale. La base est familiale, mais il n'y a que le père ou le fils, quand le père meurt, qui prend l'armoirie. Par exemple, celle de Semé de Fleur de Lys, qu'ont les rois de France, c'est que le roi de France qui les a. Et du coup, tous ses frères, cousins ou autres vont avoir des modifications. Donc on peut avoir, comme en Touraine, hein, la bordure composée de gueules et d'argent. C'est ce qu'on retrouve sur le blason de l'armoirie de la Bourgogne, hein, parce que justement, le Philippe Paradis l'a ramené en Bourgogne. On peut avoir une barre, comme pour les Bourbons. On peut avoir un lambel. Donc là, on a deux types de lambel. Hein. On a un lambel un peu à l'ancienne et le lambel un peu plus tardif. C'est une figure qu'on trouve très souvent, le lambel. Hein. Et donc au début, quand les brisures apparaissent au XIIe siècle, elles sont d'abord bien visibles. Après, dans les années 1320, 1350, elles vont être moins visibles. Et à la période moderne, elles vont tendance à devenir de plus en plus invisibles, voire à disparaître, sauf dans les grandes familles. Ensuite, on a la règle du bâtard. Alors, le bâtard au Moyen-Âge, c'est pas aussi insultant que maintenant, surtout dans l'aristocratie. Le bâtard, il a exactement les mêmes règles que ses frères, qui sont frères et sœurs qui sont issus de la branche légitime. C'est-à-dire qu'il va avoir une brisure et les armoiries du roi. Et du coup, là par exemple, je vous ai mis 3 exemples de bâtards de Philippe le Bon, qui en a eu beaucoup, avec 3 brisures différentes, qui sont plus ou moins jolies. Donc, on a d'abord Antoine, Baudouin et Philippe. Un chef militaire, un noble peu militaire et une personne qui va devenir évêque. Donc on a d'abord l'armoirie de Philippe le Bon, hein, on le retrouve avec la Touraine, la Bourgogne, le Brabant-Limbourg et au centre la Flandre. Et donc on va avoir différentes brisures. Et quelque chose qui est vrai, mais qui apparaît un peu tardivement, comme étant vraiment quelque chose pour les bâtards, c'est la barre des bâtards, qui apparaît vraiment au XVe siècle. Donc, on retrouve par exemple là sur celle d'Antoine, on la retrouve. Avant, ça ne veut pas forcément dire un bâtard, et même après, ça ne veut pas tout le temps dire un bâtard, donc il faut toujours se méfier. Alors pourquoi cette barre apparaît? Ça peut arriver dans certains cas que ça soit un peu péjoratif, puisque obliquus, ça ressemble à diabolicus. Jeu de mots, j'adore ça. Ensuite, on a les filles. Hein, donc les filles qui vont avoir 2 règles différentes sont les pays. Ça apparaît vers le XIIIe siècle, et au XIVe siècle, c'est très fréquent. Ce qui se passe, c'est qu'on va avoir deux systèmes. Donc d'abord, c'est 2 écus séparés qui vont se faire entre d'un côté le père et de l'autre côté le mari, dans les pays classiques. Dans les pays tardifs, la femme gardera toujours l'armoirie de son père, sans modification. Donc par exemple, en Pologne, c'est toujours l'armoirie de son père, même si elle se marie. Et ça peut arriver aussi que certaines femmes qui se remarient gardent l'armoirie du premier mari, gardent l'armoirie du père et remettent l'armoirie du deuxième mari. Mais c'est pas tout, sinon ça serait trop simple. Faut se méfier, parce que sur les sceaux, par exemple, on a des fois plusieurs armoiries, ça veut pas dire que la femme est mariée, des fois c'est ses terres. C'est pour ça que des fois c'est un peu compliqué. Ensuite, on va voir quelque chose qui apparaît assez vite,
ce qu'on retrouve deux fois là, c'est la division dans la même surface, hein, donc dans une forme qu'on appelle partie, hein, quand c'est coupé en deux de haut en bas, avec d'un côté le père et de l'autre côté le mari. Hein, donc c'est à droite le mari par rapport à l'armoirie, il faut se mettre, voilà. Donc c'est à gauche pour nous, et de l'autre côté c'est le père. Pas toujours, ça peut avoir des exceptions, il faut toujours se méfier avec les places d'honneur. Hein. Et donc là c'est la tombe d'Eleonora, c'est la sœur de Charles Quint, qui est mariée à quelqu'un de la famille de France. Et là, je vous ai mis justement à droite un autre exemple, hein, c'est une cérémonie de mariage avec le duc de Brabant qui épouse quelqu'un de la famille de France. Et là où il faut se méfier, c'est qu'on a dans le même bouquin, on a la même chose, mais avec les armoiries inverses, parce que quelqu'un du Brabant épousait quelqu'un de la famille de France. Oui, c'est un peu, ça peut être vite le bazar. Ensuite, il y a une autre chose qu'il faut se méfier, qu'on entend souvent, c'est que la forme là, en losange, est réservée aux femmes. Alors oui, c'est à bout d'un moment du Moyen-Âge, de l'époque moderne, on trouve beaucoup de femmes qui ont ces armoiries-là, cette forme armoriale, mais ça ne veut pas dire qu'on a cette forme-là, c'est une femme, et ça ne veut pas dire que ça ne peut pas être un homme. Il faut toujours se méfier, et ça peut devenir très compliqué qu'on a juste armoirie, qu'on n'a pas le nom de la personne. Parce que souvent, dans les historiographies, il y a eu des erreurs qui ont été faites, c'est pour ça que je le précise. Ensuite, on a aussi une forme qui est assez souvent représentée pour représenter les liens familiaux des terres, c'est ce qu'on appelle l'écartelé. C'est quand on a quatre formes dans quatre coins. Donc par exemple, là, on a l'armoirie de Philippe le Hardi qui va devenir l'armoirie de la Bourgogne, avec le fait qu'il était comte de Touraine au début, et le fait qu'il a récupéré la Bourgogne. On divise en quatre. Et à côté, ça c'est celle des rois d'Angleterre, euh, après qu'ils aient renoncé au royaume de France, avec, alors ça c'est l'Irlande, l'Angleterre et l'Écosse. Ensuite, comme on peut voir souvent, c'est que l'armoirie n'est souvent jamais seule. Parce que très vite, on va rajouter des formes. Alors, c'est des formes qui vont des fois se transmettre de père en fils, mais aussi c'est des formes qui vont pouvoir marquer l'honneur. Et aussi, un truc assez important, c'est que ces formes vont servir à quelque chose. C'est que quand on se transmet les armoiries de père en fils, ou de père en fille, ou ce genre de choses, on ne choisit pas ce qu'il y a dessus. Par contre, ce qu'il y a autour, on peut choisir certaines choses. Pas tout, mais une partie. Donc ça apparaît au XIIe siècle et jusqu'au XIVe siècle, ça va se renforcer. Hein. Donc on a des formules, des emblématiques, des signes, des badges, des supports, des devises, des mots de devises aussi. Hein. Donc je vais revenir un peu sur ces éléments, pour que ce soit plus simple. Hein. Donc on a le collier qui apparaît, hein. Donc le collier des ordres chevaleresques. Par exemple, à gauche, on voit le collier de la Toison d'Or, qui est en dessous. Ça, c'est Jacques de Lalaing, un chevalier de la Toison d'Or qui a une vie assez mouvementée. Donc ordre qui est créé en 1430. Et à droite, je vous ai mis l'exemple de la Jarretière en 1348, qui est créée en 1348. Donc ça, c'est l'ordre anglais. Mais il y en a vraiment partout. Hein. Il y en a des chiens. Hein, ça, et il y en a même certains qui ont plusieurs colliers sur leurs armoiries parce qu'ils font partie de plusieurs ordres à la fois. Ensuite, on a le cimier. Donc c'est ce qui est à la cime, comme on peut le dire. C'est ce qui va être sur le casque. Donc on a souvent un casque avec une couronne ou un sabot. Donc là par exemple c'est les chevaliers. Alors il faut toujours se méfier parce que ce sont les époques, ça peut changer et des fois ils sont pas très au fait de la règle, ce qu'ils représentent, ou ils sont pas, enfin la règle n'est pas aussi fixée qu'ailleurs. Et donc on a ce qu'on appelle le cimier au-dessus. Le cimier c'est parfois personnel, parfois ça se transmet. Et ça peut être absolument tout et n'importe quoi. Donc là par exemple sur les armoiries de Philippe le Bon et de Charles le Téméraire quand il sera duc, on retrouve donc le fameux collier de la Toison d'Or, les lions, les tenants qui tiennent le blason, la devise, le petit symbole personnel, et ce cimier. Alors, les ducs de Bourgogne de la famille Valois représentent le fait qu'ils sont descendants des rois de France, justement en gardant cette fleur de lys sur leur casque. Alors, le cimier pouvait être vraiment porté pour les cérémonies ou pour les tournois. Donc, on avait vraiment des personnes avec des trucs comme ça sur la tête. À droite, je vous ai mis une page de l'armorial que je ne vais pas prononcer parce que je ne sais pas prononcer cette langue-là. Donc c'est une page avec le comte de Flandre hein, qu'on retrouve en haut à gauche.
Là, c'est le bruit de mâle. Et donc on peut, là par exemple, il a une espèce de lion, on peut avoir des plumes, on peut avoir une tête, on peut avoir un prieur, on peut avoir vraiment tout n'importe quoi. Et donc, la règle, c'est soit, enfin il n'y a pas vraiment de règle, c'est soit on remet des éléments qu'il y a dans le blason, hein, donc par exemple la fleur de lys, ou des couleurs, soit on met des choses qu'on ne pourrait pas mettre dans le blason, dans l'armoirie. J'ai fait la bêtise, c'est une armoire. C'est des choses qui sont vues comme déshonnêtes ou pas bonnes, mais qui permettent de faire certaines choses. Donc on va par exemple trouver pour le duc de Bretagne, Jean IV, on va trouver le cygne, parce on le surnommait le cygne de Montfort. Et le problème du cygne, c'est que le cygne, il cache du noir sous ses plumes. Donc il est déshonnête. Donc on le représente que sur le cimier. On ne va pas le représenter dans les armoiries. On a retrouvé la même chose avec une famille de Katzenelnbogen, si je prononce bien, qui met un léopard sur son cimier, parce que c'est un chat, Katze, jeu de mots. Et on ne mettra pas dans l'armoirie parce qu'un chat, c'est pas bien. Et ces cimiers vont prendre, au XIVe siècle, vont aboutir à une expression de faux visage, de nouveaux visages, où ça représente, derrière le casque, le visage du combattant. Donc on peut, avec des fois même une volonté de prendre la force de l'animal ou de la chose représentée. Alors, on a d'abord, au niveau des cimiers, par exemple, on a plus de 50% des figures qui comportent un animal. Et à peu près 40% qui reprennent des choses de l'écu. Donc là, je vous ai mis un autre exemple de tenue armoriée avec le cimier, dans cette idée de nouveau visage. Donc c'est la même image que pour le même bouquin que pour le tournoi que je vous ai montré précédemment, donc le fameux tournoi entre le duc de Bourbon et le duc de Bretagne qui n'a jamais lieu. Donc avec d'un côté le duc de Bretagne qui n'a pas le fameux signe parce que c'est pas Jean IV, avec les cornes, avec le léopard. Et de l'autre côté, on a le duc de Bourbon qui est issu de la famille du royaume de France, donc il met les fameuses fleurs de lys. Donc c'est assez magnifique de voir ça et on a conservé quelques-uns de bouquins comme ça. Mais c'est pas les seuls trucs qui peuvent représenter ou permettre de compléter l'armoirie. On va voir certaines choses qui vont carrément les remplacer. Donc, par exemple, on a les monogrammes royaux qui vont apparaître par exemple en France au XVIe siècle. Hein. Donc là, je vous ai mis celle de Henri II, fils de François Ier, au Louvre. Donc ça va être souvent une lettre, plusieurs lettres entremêlées et deux, trois symboles. Donc là, c'est assez joli, on voit bien le H. Ou alors d'autres figures. Hein. Donc, par exemple, on a Chambord, François Ier, qui fait représenter sa fameuse salamandre. Et donc pas ses armoiries. Hop. Ensuite, on a donc une figure qui va apparaître. Je reprenne mes notes. Juste là. Le héros d'armes. Et aussi, c'est des bouquins, les armoiries. Donc les héros d'armes, ils apparaissent assez vite, au XIIe siècle. Donc là, je vous ai mis qui était représenté avec toujours la Bourgogne. Et ça va aboutir à une corporation, mais plus tard dans le Moyen-Âge. Hein. Donc avec tout en bas les poursuivants d'armes, au milieu les héros d'armes, et au-dessus les rois d'armes, hein, toujours en trois, hein, ils aiment bien le Moyen-Âge, c'est comme une vraie corporation. Hein, donc l'apprenti, l'ouvrier, le maître, hein, c'est à peu près ces idées-là. Et à quoi ils vont servir, eux? Ça va être les commentateurs sportifs, hein, notamment, dans les tournois, repérer qui est qui, dire ah bah lui c'est ça, tout ça, avec les petits éléments qui peuvent être un peu durs à voir des fois. Et ils vont aussi servir à représenter des fois le duc, le prince ou autre, aux endroits où ils sont pas, en allant avec leurs armoiries, montrer que le duc est bien présent. Ils font ça notamment en Bourgogne, ouais, partout en fait. Ensuite, on a aussi l'apparition d'armoriaux, hein, qui permettent de représenter des armoiries, et donc soit avec les cimiers, soit juste armoiries, soit même en équestre. Hein. Donc là, par exemple, je vous ai mis l'exemple de l'armorial équestre de la Toison d'Or, qui a été fait en vers 1430-1461. Donc avec des crans du royaume et du royaume de France et du Saint-Empire. Donc par exemple à gauche on a le duc de Bretagne, hein, le fameux Jean IV avec son signe, hein, qu'on voit très bien sur sa tête. C'est absolument magnifique. Au centre on a Trêves,
électeur du Saint-Empire, qui est un archevêque. Donc, on voit bien le truc de l'archevêque. Donc on représente quand même un soldat, hein, malgré que ce soit un archevêque, hein, parce que c'est l'idée qui compte. Et c'est l'idée du chevalier. Et à droite, on a le roi de France, hein, donc avec sa devise, hein, Montjoie. Là, j'ai juste Montjoie, il n'y a pas Saint-Denis. Avec le roi de France, hein, bien marqué. C'est pas trop marqué au milieu, mais les deux, ils ont bien leur titre de marqué. Son chapeau, sa couronne, et même un deuxième casque. C'est absolument magnifique, je trouve. Et on a aussi des armoriaux plus avec des listes d'armoiries un peu plus secs, on va dire. Donc là, c'est l'exemple de l'armorial général du Royaume de France qui a été demandé par Louis XIV en 1696. Avec, donc là, je vous ai mis à droite un exemple avec une loi. Donc on a le nom, on a des abréviations aussi partout. On a là par exemple les veuves de Daniel Mi-Fan, Mi-Sang, j'ai un doute, ouais, on va dire Mi-Sang, et on dit ce qu'ils sont. Et donc ça va par région, ça va par lieu, c'est assez énorme, il y a plusieurs volumes. Et la petite douille, c'est que ça permettait de toucher, à l'État de toucher des impôts sur les notables. Et vous voyez à gauche justement toutes ces armoiries un peu moches qui se suivent. Et pour vous dire, il y a des centaines de pages. Et des fois, c'est plusieurs dizaines de pages à la suite d'armoiries comme ça. Pourquoi? Parce que certaines personnes n'avaient pas encore d'armoirie à ce moment-là, ou ne voulaient pas être dans ce recueil pour ne pas payer d'impôts. Et l'officier qui était payé pour faire ça, il les a mis en leur créant des armoiries au pif. Et c'est pas vraiment foulé, hein. Donc on trouve ces choses-là. Donc quand il y en a qu'une ou deux, des fois c'est juste les initiales. Mais quand il y en a beaucoup, il fait des pages et des pages d'armoiries un peu à la chaîne, quoi. Et toutes ces armoiries, tout ça, ça va se conserver, hein, parce que on retrouve beaucoup de figures héraldiques, hein, à droite à gauche. Donc on a par exemple les fameux cahiers Oxford avec les deux lions et l'écu au centre. Mais on trouve dans d'autres produits. Donc là, je vous ai mis le camembert président, qui a voulu faire un peu terroir, un petit peu, voilà. Mais pour un héraldiste, il y a quelque chose qui saigne un peu, qui fait un peu saigner, parce que c'est avec les deux léopards d'or, de gueule à deux léopards d'or, ça va. Celle avec perds le nom évidemment. Bah tant pis. L'hermine, ça va. Mais par contre, le lion là, il y a un petit problème. C'est que comme je vous ai dit, les nuances ne comptent pas. Donc là, littéralement, c'est d'or à lion d'or. Donc c'est carrément sur fond blanc. Donc le mec qui a fait ça pour faire un peu de communication, il s'est planté. Voilà, il a voulu m'en mettre 3. Et du coup, il s'est planté. Ensuite, je voulais finir ma petite conférence sur un peu pourquoi certaines armoiries et essayer de repérer certaines. Donc on a d'abord la fameuse armoirie des rois de France, donc d'azur semée de fleurs de lys d'or. Pourquoi ces armoiries? Alors, il y a eu pas mal d'explications, il y a pas mal de gens qui sont plantés, mais Pastoureau, encore lui, dans Le Roi tué par un cochon, parle d'un événement tragique qui s'est passé. Donc on a le roi Louis VI, hein, donc père de Louis VII, euh, qui est père de Philippe Auguste. Donc Louis VI qui avait eu un premier fils qui s'appelait Philippe. Philippe, qui faisait le con dans les bas-fonds de Paris avec ses copains en montant un cheval un petit peu teigneux et qui est tombé sur un cochon sauvage, non justement un cochon domestique qui se baladait tranquille dans la ville. Le cheval a pris peur, il est tombé et le cheval lui est tombé dessus et il a agonisé pendant plusieurs heures. Voilà. Alors le problème c'est que il y a plusieurs problèmes. Déjà, Philippe, premier fils de Louis VI. Sauf qu'à l'époque, jusqu'à Philippe Auguste, on sacrait le premier fils avant la mort du père pour éviter de se faire piquer la monarchie. C'était une technique. Donc il était sacré, ce qui n'est pas précisé dans la chronique de Saint-Denis, hein, par Sugère, ça il a oublié de le préciser. Donc c'est terrible. Et en plus, il meurt à cause d'un cochon domestique, hein, qui ressemble vraiment à un sanglier à l'époque. Hein. C'est pas encore nos petits cochons tout roses. Et être tué à la chasse par un cochon sauvage, c'est glorieux. Être tué par un cochon domestique qui se baladait, alors qu'ils n'avaient pas forcément le droit de se balader dans les rues, c'est pourri. Hein, Sugère, il parle de porcus diabolicus. Et du coup, on a voulu se faire pardonner en France. Et une explication qui a disparu assez vite d'inventer des gens, c'est que l'azur, c'est la couleur mariale qui s'impose. Marie, théologiquement, elle est blanche, mais quand on la représente, elle devient bleue à peu près à cette époque-là. Et ensuite, la fleur de lys, qui est un symbole très utilisé depuis très longtemps, ça a 3 branches, et c'est pas pour la Trinité,
comme j'ai pu l'entendre à trois endroits, c'est pour les trois grandes vertus de Marie. Donc en fait, c'est vraiment le truc pour appeler Marie. Et c'est une exception parce que les autres souverains à l'époque, quand ils prennent leurs armoiries, ils prennent du rouge royal, du rouge guerrier. Et là, c'est du bleu. La seule frange royale à faire la même chose, c'est celle de Suède des siècles plus tard. Ensuite, on a les jeux de mots, parce qu'ils adorent ça. Le comté puis duché de Bar va avoir justement des poissons. Bar, poisson, voilà, ils s'amusent. Et ce qu'on appelle aussi des armoiries parlantes. Hein. C'est quand on lit l'armoirie, on entend le nom de la personne ou le nom de son domaine, c'est ce qu'on appelle une armoirie parlante. Et on la trouve partout. On avait par exemple l'île, hein, qui a une fleur de lys, parce que l'île. On retrouve aussi ça avec d'autres endroits. Euh, on a Mulhouse, hein, par exemple, qui met un mulin, parce que ça vient de Mulhouse. Voilà, ça ressemble en langue germanique. Donc on avait parlé de Berne aussi. Il y a aussi Florence, hein, qui met une fleur de lys, parce que Florencia, au floss. Ou Lyon, qui met un lion, parce que Lyon, ouais, c'est tout simple. Et ensuite, on a d'autres raisons. Hein. On a par exemple Mayence, hein, Mayence qui a une roue sur son armoirie. Pourquoi? Parce que Willigis, qui meurt en 1011, qui est un saint évêque de la ville, était dans la tradition fils de Charon, donc quelqu'un qui répare les véhicules. Donc on a mis une roue. Parce que c'était son symbole, et quand on a créé des armoiries quelques siècles plus tard, on a mis une roue pour rappeler ça. On a aussi la Bretagne. Alors la Bretagne, le duc de Bretagne, à un moment, ça va être la famille de Dreux. Mais pas le premier de la famille de Dreux, ça va être un cadet. Et les cadets, comme on a dit, ils mettent des brisures. Donc là, par exemple, il a mis un franc quartier d'Hermine. Et bon, c'est pas très joli, on va pas se cacher. Mais bon, ça c'est pas trop le problème. Mais quelques générations après, pour éviter de se rappeler qu'ils sont une famille cadette, parce que c'est pas forcément fifou quand t'as un gros duché comme la Bretagne, ils vont faire disparaître l'armoirie de la famille de Dreux et transformer l'armoirie en Hermine Plein comme on le connaît. Peu, peu, peu. Ensuite, on a aussi des figures qui peuvent arriver par rapport à des dons. Hein. Donc là, je vous ai mis à gauche l'armoirie de Dijon et à droite l'armoirie d'Autun. Euh, donc l'armoirie de Dijon au départ c'était de gueule plein. Alors il y avait pas mal de personnes qui avaient eu l'idée de mettre du rouge partout. Donc évidemment ça ressemblait à trop à d'autres armoiries. Et ce qui va se passer c'est qu'il va y avoir des dons. Alors d'abord un don du duc capétien, comme pour Autun, donc à gauche. Donc il lui a donné les armoiries à Autun, donc c'est pour ça que c'est présenté. Et après Philippe le Hardy va faire la même chose, donc on va avoir la Touraine et la Bourgogne. C'est pour ça que très souvent on va avoir des armoiries qui rappellent d'autres endroits. Hop. Et ensuite, on a aussi l'importance de l'héritage. Hein. Donc, par exemple, Charles Quint qui représente la Bourgogne aussi sur ses armoiries. Et donc voilà. Vous avez des questions? Allô? Allô? Oui, non, Ouais. c'était bien, hein. Oui, oui, ça, on t'entend. J'ai eu peur que ça allait couper. Vous avez quelques questions ou besoin que je répète certaines choses? Non, c'était plutôt très clair. Pour l'instant, non. Du coup, voilà. Mais bon, au niveau de ça, il faut vraiment se méfier des bouquins qui ont été écrits au 19e siècle notamment. Parce qu'il y a plein de choses, plein de bêtises qui ont été écrites et l'historiographie récente est en train de revenir sur beaucoup de choses. Et des fois, il y a des traités d'armoirie d'époque qui sont plus justes que des traités du 19e, justement. Mais c'est dommage parce D'accord. en France, on a gardé moins d'armoiries qu'ailleurs. Parce que sur les vêtements, dans les églises, il y en avait partout, vraiment partout. Hein, tu vas à Bruxelles, il y a une église qui est absolument magnifique comme ça. Et en fait, il y a deux choses qui vont détruire les armoiries en France. Donc évidemment, la Révolution française. J'aime pas trop ça. Et aussi le 18e siècle avant la Révolution française parce qu'ils voulaient retirer un petit peu cet art médiéval, gothique, ces machins. C'est un peu dommage parce qu'on en avait vraiment partout. Mais bon, c'est absolument joli et ça représente tout. Et quand tu vois des armoiries, quand elles sont bien installées, tu peux retracer les familles des gens. Ça c'est bien. Donc voilà. Ça par exemple c'est une scène de combat.
Mais les villes, tout ça, ils en ont repris, hein. En France, on n'a pas. Enfin, en France, c'est le seul pays à pas avoir des rallyes officiels au niveau du pays lui-même. Parce que si tu prends les pays de l'ex-bloc de l'Est, ils adoraient ça, faire des armoiries pour leur pays. Ce qui, ce qui peut paraître paradoxal, mais ils adoraient ça. Donc, pas de questions? Non, pour moi, c'était clair. Donc, bon, parfait.